Au lendemain de la défaite de Napoléon, l'Europe est désorganisée par près d'un quart de siècle d'événements révolutionnaires et de guerres. Sous la houlette des quatre grands vainqueurs de la France, le Royaume-Uni, la Prusse, l'Empire d'Autriche et la Russie se réunissent. Les pays européens se réunissent à Vienne en septembre 1814 pour décider du sort des territoires qui ont été bouleversés par les conquêtes napoléoniennes et reconstruire un ordre européen. Metternich a convié Talleyrand à rejoindre les ministres des quatre principales puissances dans une réunion privée qui se tiendra dans le cadre intime de sa villa de Rennweg. Les quatre présenteront des décisions de procédure qu'ils ont adoptées et ils conviendront d'une date pour l'ouverture officielle du congrès. Ils sont présents Talleyrand, représentant du roi Louis XVIII, Castlereagh pour l'Angleterre, Metternich, le ministre autrichien, le russe Nesselrode et le chancelier prussien Hardenberg. Talleyrand proteste dans ce premier échange pour faire valoir la position de la France dans les négociations. À chaque paragraphe, j'entends alliés, puissance alliée. Que signifie cette expression? Je ne comprends pas. De quel allié s'agit-il? Allié contre qui? Contre Napoléon? Il est à l'île d'Elbe. Contre Louis XVIII? Serions-nous toujours en guerre? Il examine le document du protocole des quatre puissances et il le critique. Si quelques puissances privilégiées voulaient exercer sur le Congrès un pouvoir dictatorial, je ne reconnaîtrais aucun pouvoir à leur réunion et je ne prendrai en compte aucune proposition venant d'eux. Metternich soupire avec les autres diplomates. Nous aurions mieux fait de traiter nos affaires entre nous. La stratégie de Talleyrand est basée sur le principe de légitimité et il devient le porte-parole de petits États et l'arbitre des grands. Comme l'a montré Henry Kissinger, un grand diplomate américain du XXe siècle, Talleyrand n'a pas inventé le principe de légitimité. Il l'a exploité à son avantage et sa tâche a été facilitée par la restauration des Bourbons et par le traité de Paris qui a déjà réglé la question des frontières en France. Mais il se serait précipité trop tôt dans la controverse sur les questions de procédure au nom des petites puissances. Loin d'ouvrir la France une place dans le cercle des grands, il aurait ressoudé leur unité et accru l'isolement de la délégation française. Il a cru forcer la porte du Conseil des grandes puissances. Il se retrouve dans une salle vide. Le succès ne viendra que 3 mois plus tard, lorsque la division des vainqueurs permettra aux ministres français d'influer réellement sur le cours des événements. Les principes ne l'intéressent que lorsqu'ils ont aussi une valeur d'usage immédiate. Le sauvetage de l'Europe par les légitimités consolide la position d'une France restaurée. Il permet aussi d'exploiter la vieille rivalité austro-prussienne, dans l'espoir de regagner de l'influence en Allemagne et en Italie. Le droit public et les légitimités servent une politique qui était déjà celle de la France d'Ancien Régime. Talleyrand la défend depuis toujours et ne l'a jamais aussi clairement exposée que dans ses instructions à Vienne. Tout prétexte lui est bon, nul scrupule ne l'arrête. Il dit à Metternich, le premier besoin de l'Europe est de bannir à jamais l'opinion que l'on peut acquérir des droits par la seule conquête et de faire le principe sacré de la légitimité d'où découlent l'ordre et la stabilité. Le congrès ne marche pas, il danse. On insiste à un bazar de toutes les nations du monde dans les enivrements d'un bal masqué, des intrigues continuent dans un incognito général, les divertissements se poursuivent jusqu'à saturation, avec des nouveautés, parties de traîneau sur la neige de Vienne, ou encore un concours international de suprématie de fromage. Le fromage de Brie a été le grand vainqueur. Le clou du spectacle consistait à une sorte de tableau vivant, représentant l'Olympe et joué par les plus belles femmes de Vienne. L'empereur d'Autriche veut du faste et du plaisir. Metternich et l'empereur autrichien s'appuient sur le cabinet noir de Heger, le ministre de la police et de la censure. Heger correspond chaque jour avec l'empereur et Metternich. Chaque jour, il leur envoie des rapports sous forme de documents où il leur recommande aussi des solutions. Quand le congrès s'ouvre, Heger explique: l'arrivée imminente des souverains étrangers nous impose de prendre des dispositions spéciales, des mesures de surveillance renforcées pour tout savoir sur les hôtes illustres pendant tout le congrès. Les dépêches des diplomates à leurs ministres respectifs sont interceptées. Un premier entretien a lieu entre Castlereagh, le représentant britannique, et le souverain russe Alexandre. Le tsar veut former un royaume de Pologne dont il serait le souverain. Les limites de l'Empire russe seraient ainsi déplacées au cœur de l'Europe centrale. Mais Castlereagh invoque la sécurité de l'Europe et il est mieux placé pour le faire. L'Angleterre n'est pas directement concernée par ces remaniements territoriaux. Il tente de montrer qu'une telle avancée de la Russie au cœur de l'Europe, une tête de pont russe, menacerait les puissances voisines, la Prusse et l'Autriche. Le tsar nie les impératifs de sécurité, il n'a aucune ambition de puissance, il veut seulement assurer le bonheur des Polonais en les dotant d'une constitution libérale. Il oppose donc la liberté à la sécurité. Metternich est obsédé par le danger d'une expansion russe en Europe centrale qui viendrait rompre l'équilibre en Europe. Il craint aussi une expansion prussienne au cœur de l'Allemagne
si la Saxe est annexée par la Prusse, qui viendrait rompre l'équilibre au sein de cet ensemble géographique inarticulé qu'est l'Allemagne. Dans un premier temps du Congrès, toute la question va porter sur le sort de la Pologne, convoitée par Alexandre, et sur celui de la Saxe, que les Prussiens veulent annexer en dédommagement de leur partie de Pologne promise aux Russes. Depuis l'époque du Directoire, Talleyrand a toujours considéré que l'équilibre de l'Europe dépendait en partie du maintien d'une Allemagne fédérale placée à tampon entre la Prusse et l'Autriche. La position de la Prusse au début des négociations n'est pas facile. Contrairement à la Russie, elle ne dispose pas physiquement du territoire qu'elle convoite, elle n'occupe pas militairement la Saxe, contrairement à l'Autriche. Elle n'a pas posé ses conditions avant de rentrer en guerre. Il faut donc le double soutien du Tsar et de l'Autriche. Castlereagh invite Metternich et Hardenberg à sa résidence et il obtient des deux un accord sur un plan destiné à contenir le Tsar. Metternich présente sa solution au Tsar, qui entre en fureur et menace de le provoquer en duel. Tout est à refaire dans la négociation, l'Anglais a échoué. C'est au tour de Metternich d'intervenir à sa manière feutrée. Son plan est de séparer les questions de la Pologne et de la Saxe et d'enfermer la Prusse dans une contradiction dont elle ne pourra plus sortir. Son arme est le principe de légitimité. La solution devrait être reconnue par les principales puissances et non imposée par la contrainte. Pour la Prusse, l'Autriche veut maintenir un petit État de Saxe dont une grande partie des territoires serait concédée à la Prusse qui recevrait des compensations en Rhénanie. Pas de démantèlement de la Saxe qui rendrait impossible l'édification d'une confédération germanique. Mais à la fin du mois d'octobre, le Congrès boit toujours un peu. Talleyrand écrit: Nous allons ici comme des tortues, à cause de Metternich qu'il n'aime pas. Son grand art est de nous faire perdre du temps en croyant par là en gagner. L'alliance est conclue le 3 janvier 1815. Elle comporte un très grand classique engagement d'assistance. Si une des puissances signataires se trouve menacée par une ou plusieurs puissances, les autres puissances devraient intervenir conjointement en faveur du parti attaqué. 3 mois après l'ouverture officielle des négociations de Vienne, la France semble échapper à l'ostracisme qui frappait l'État vaincu. Elle est assurée de participer pleinement avec les autres puissances à la reconstruction de l'Europe. Le comité des quatre passe à 5. Talleyrand ne se pose plus en porte-parole des petits États exclus de Vienne. La Suède tend à se retirer des affaires européennes après avoir été l'un des garants des traités de Westphalie. Elle a obtenu la Norvège en échange de la Finlande, cédée à la Russie. Le Congrès est même sorti du champ des relations interétatiques en débattant des questions transnationales relevant des politiques intérieures, des États ou de la recherche d'un État de droit international. Lors des 100 jours et du retour de Napoléon, la menace a resserré la coalition et elle a fait taire les divergences apparues au sein du Congrès de Vienne. Elle a permis de résoudre l'acceptation par le roi de Saxe, allié de Napoléon, l'amputation de ses possessions. L'événement des 100 jours n'aurait pas dû avoir lieu sans la générosité mal placée d'Alexandre. Coupable d'avoir mis Napoléon sur l'île d'Elbe, à 2 pas de la France. Le romantisme en politique mène toujours au pire. Après la défaite de Waterloo, la France et Talleyrand ne participeront pas à l'acte final du Congrès à cause de Napoléon qui les exclut de la diplomatie. L'acte final est une brillante synthèse des conclusions des commissions. Hardenberg proposait d'exterminer l'exterminatrice et il défend l'idée d'un droit de conquête pur et simple sur le pays. Castlereagh, qui mesure les conséquences qu'un plan pareil pourra entraîner sur l'ensemble des équilibres établis à Vienne, parvient à calmer le jeu et il se rallie à Metternich. Le protocole en forme d'ultimatum que les puissances adressent à Talleyrand le 20 septembre repose sur l'idée que la paix ne pourra être assurée en Europe que sur la base d'un système de garantie temporaire auquel la France doit se soumettre. Il est moins meurtrier que le projet prussien, mais il reste sévère et humiliant. L'acte final du Congrès est paraphé par 7 des 8 puissances signataires du premier traité de paix avec la France. La disposition du traité d'alliance, qui résistera au mieux au temps, est exposée à l'article 6. Elle prévoit des réunions périodiques de souverains ou de ministres consacrées aux intérêts communs. C'est une simple procédure à introduire dans la pratique internationale. On assiste à la naissance d'une forme de diplomatie contemporaine, à l'émergence des congrès, c'est-à-dire du gouvernement international de fait de l'Europe par réunion ou sommet interposé. C'est une procédure de décision collective des principales puissances qui va se superposer un siècle durant jusqu'à la Première Guerre mondiale au jeu normal de la diplomatie.